Et avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Jacques. Bonjour Gilles, bonjour Christine. Jacques Pessis, notre invité aujourd'hui, vous le connaissez bien sur Sud Radio. Le gardien du temple, hein, le maître à penser de tout ce qu'il se fait avec les personnalités sur Sud Radio. Jacques Pessis, journaliste, producteur, Les Clés d'une vie, émission qui va d'ailleurs fêter sa 1000e bientôt. Oui, on est à la 971e, donc ça ne devrait pas tarder. 1000 portraits, c'est facile à imaginer. Il y a tant de personnalité que ça, que vous il y en a aimez beaucoup, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui ont des histoires à raconter qu'on ne raconte pas toujours, faute de temps. Dans Les Clés d'une vie sur Sud Radio, on a le temps de les raconter pendant 1 heure. Exactement, donc Les Clés d'une vie, c'est le soir à 21h. Et Christine, oui, Gilles. Et Christine, pour avoir travaillé avec Jacques et avoir eu ce plaisir, faut savoir que les invités ressortent estomaqués quand même de ce qu'ils ont vécu pendant 1 heure. Ils sont assez surpris des informations et des clés que trouve Jacques de leur vie. Et donc j'en profite, comme ça va être bientôt la 1000e, pour lui rendre hommage, pour avoir vraiment été auprès de Jacques. Il y a des invités qui étaient très surpris et qui adorent cet exercice, faut le dire. Jacques Pessis, donc vous le retrouvez dans Les Clés d'une vie, le soir à 21h sur Sud Radio, et aussi en podcast. Tous vos portraits sont disponibles évidemment sur sudradio.fr. Mais aujourd'hui, on vous reçoit, Jacques, pour ce documentaire Les 100 vies. C'est pas Les Clés d'une vie, c'est Les 100 vies de Francis Blanche. Ça sera diffusé samedi soir sur Ciné Classique à 19h55. Personnage étonnant, vous avez connu? Oui, je l'ai connu puisque je suis héritier de Pierre Dac, donc ils ont travaillé beaucoup ensemble. J'ai même présenté leur dernier spectacle à Bobino. Et c'est vrai que Francis Blanche, c'était quelqu'un de totalement méconnu. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui se cachait derrière ce masque de joie, derrière ce numéro en permanent. Et j'ai voulu raconter le vrai Francis Blanche parce que, au-delà de son humour, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et reconnu. Allez, on va en parler avec vous de cette personnalité si complexe, hein, et plus torturée et beaucoup plus difficile à cerner que son humour et son phrasé dans un instant. Mais pour l'instant, avec Gilles, on a la question sur Twitter pour nos téléspectateurs auditeurs de Sud Radio. Eh bien, je ne suis absolument pas prêt pour la question du jour, donc vous allez m'aider. Ah, d'accord, sur la question du jour, c'était tout simplement la question ce matin. Alors, je vais la trouver sur Radio, ça s'appelle du direct. Attendez, quelle était la question, mon cher? Oui, est-ce que vous trouvez que les émissions présidentielles à la télévision influent sur le vote des électeurs? Est-ce que vous pensez que ça a une véritable influence, oui ou non? Vous allez sur le fil Twitter de Sud Radio et vous votez sur Sud Radio, parce que hier soir il y avait ce vrai faux débat, enfin je sais pas trop comment l'appeler, hein, Jacques d'ailleurs, sur TF1. C'était une suite de personnalités qui candidats, voilà. Qui parlait. Qui pitchait, comme on dit dans le monde moderne. Qui pitchait, voilà, absolument. Donc ça, c'est la question. Je peux vous dire, Christine, que nos auditeurs disent non, leur vote n'est pas influencé par ce genre d'émission à 83%, et oui, à 16%. Vous pouvez continuer d'aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis évidemment sur le compte YouTube où vous pouvez voter maintenant. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour... Oui, Gilles. Mercredi, un Face à Baba qui devrait cartonner. Alors, sachez que ça a bien marché en audience, l'émission de TF1. Ça a très bien fonctionné. Et il va avoir mercredi, c'est-à-dire demain, Face à Baba sur C8, Marine Le Pen, qui va donc faire face, évidemment, aux équipes de C8. Et ça, je pense aussi que ça va faire de l'audience. Oui, et Emmanuel Macron qui sera pour la première fois aussi devant les journalistes. C'est jeudi, grande conférence de presse. Absolument. Lui qui disait qu'il ne voulait pas répondre, enfin qu'il ne voulait pas. On laissait entendre que le face aux journalistes, ça devrait durer entre 3 et 4 heures. Hein. C'est titanesque en termes de durée. Est-ce que vous êtes prêt, Gilles, pour le zapping? Oui, je suis prêt. Allez, on y va. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, le 20h de France 2, sa présentatrice Anne-Sophie Lapix était en direct de Lviv en Ukraine. Saluons cet exemple du service public. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale du 20h en direct de Lviv en Ukraine. Nous sommes sur le parvis de la gare de Lviv. Il y a quelques instants, les sirènes ont retenti. Nous avons dû nous réfugier dans un des souterrains de la gare. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine. Les alertes aux attaques aériennes résonnent chaque jour pendant des heures. Et hier, un centre d'entraînement militaire situé à peine 40 km de la ville a été bombardé, faisant au moins 35 morts et 134 blessés. Nous y reviendrons.
Oui. Voilà, c'était un journal en direct depuis là-bas. Des journalistes qui risquent également leur vie. Hier, un journaliste de Fox News a d'ailleurs été blessé. Et c'est à vous à diffuser un extrait de Zone Interdite qui a été diffusé dimanche, où les journalistes de l'agence de Patrick Spica pour M6 fuient un char qui tente de les intercepter. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Russian tax. Un char russe, là. Il y a un tank russe sur la route juste à gauche. Oh, go, go, go. Le char russe est maintenant à 70 mètres à peine de notre équipe. Derrière. La voiture est plus rapide, le conducteur réussit à le semer. Attention, ils sont là, au carrefour, à peu près à 300 mètres d'ici. Ouais, c'est pas de la télé-réalité. À tous ces journalistes. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, à 10h30, d'ailleurs, vous aurez une photographe depuis Kiev qui aussi met sa vie en danger pour nous informer. Mettre sa vie en danger, c'est sans commune mesure avec le courage de Marina Ovsianikova qui, sur la chaîne nationale russe, a brandi en direct un panneau sur lequel était écrit « Arrêtez la guerre, ne croyez pas à la propagande, ici on vous ment ». Alors ce n'est pas très radiophonique, hein, Jacques et Christine, mais parfois il faut honorer un certain courage. Voici cet extrait. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны пострадать от введенных Западом агрессий. Oui, alors effectivement. Évidemment, très vite, c'est un reportage qui a été diffusé. Après, on la voit plus à l'écran. C'est aujourd'hui qu'elle a été arrêtée. Donc, comme c'est la loi en Russie, on est automatiquement incarcéré dès qu'on critique la guerre ou on parle de la guerre. Incroyable courage de cette journaliste, Jacques. Étonnant. Ça, c'est du vrai journalisme. C'est pas du journalisme de salon. Parce que là, c'est un engagement. Elle sait ce qui l'attend. Hein. Oui, elle le sait. Elle va être en prison pour un certain temps. Et est-ce qu'elle en sortira et quand? Ouais, c'est une information. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que de l'intérieur, ça va effectivement influer sur l'opinion russe? L'avenir nous le dira, Gilles. Et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos débatteurs. Cette nuit, les frappes ont touché des quartiers purement résidentiels. C'était déjà le cas hier, comme l'avait constaté BFM. Une frappe russe vient de faire exploser ce bus. Autour, tout a été soufflé. J'étais dans mon appartement avec mon enfant qui faisait ses devoirs, puis il y a eu une très forte explosion. Il est devenu hystérique quand nos fenêtres et le balcon ont explosé. Une partie du sol s'est effondrée. Les Russes ne sont pas humains, je n'ai pas de mots et je ne peux pas expliquer pourquoi ils nous font ça. Au milieu des gravats, ce vieil homme hagard est pris en charge par les secours. Un homme âgé de 58 ans a été tué et 4 ou 5 personnes ont été blessées. C'est la 3e attaque aujourd'hui à Kiev. Ils frappent juste pour frapper. Ils veulent juste provoquer la terreur, faire peur aux Ukrainiens. Quel regard vous avez sur tout ça, Jacques? Moi, je considère qu'aujourd'hui, tout ça, il y a une information totalement délirante. Il y a de tout. Il est évident que les Ukrainiens ont beaucoup de courage. Si vraiment ils résistent autant qu'on le dit, c'est génial. Vous êtes d'une génération, en fait, on a vu aussi la chute du mur, l'effondrement du bloc, tout ça, ça résonne un peu pour bien vous, sûr, Jacques? ça résonne beaucoup. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la guerre d'Irak, qui était une guerre vidéo, la première guerre vidéo. Vrai. On en avait aussi beaucoup parlé. Ça a été beaucoup plus vite que la guerre d'Ukraine. C'était la première fois que des équipes de télé étaient embarquées. Comme on dit, dans les forces américaines. Et tout ça, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Est-ce que Poutine va craquer et accepter la paix? J'en suis pas certain, hélas. Gilles. Et pour finir, si ce n'est pas la guerre, Christine, ça en serait comique, mais hier, les autorités russes ont donc, après Facebook et Twitter, coupé les réseaux Instagram, coupant 63 millions de Russes abonnés au réseau social. Et du coup, comme Quotidien l'a montré hier sur TMC, les influenceuses sont au bord de la crise de nerfs en Russie. Et les influenceuses russes étaient littéralement en dépression ce week-end avant la fermeture. Instagram, pour moi, c'est simplement toute ma vie. C'est mon âme. C'est ce avec quoi je me réveille et je me couche tous les jours depuis ces 5 foutues années. Certains influenceurs ne comprennent pas car ils avaient suivi à la lettre la nouvelle loi russe. Allez vous faire foutre. J'ai chanté pour toi, pour ton Z, putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ces ados débiles sur Instagram?
J'ai consacré mon dernier post à la Russie. J'ai écrit dans tous mes posts à quel point elle est formidable, la mère Russie. Et avec la fermeture de Facebook, Twitter et Insta, les Russes se tournent vers Telegram et des influenceuses tentent le tout pour ne pas perdre leurs précieux followers. J'ai besoin de votre soutien sur Telegram. Je ferai gagner 10 000 roubles à l'un de ceux qui s'abonneront à mon compte. Incroyable. Les pauvres petites. Oui. Oui, il y a plus grave que les followers sur Instagram, mais c'est effectivement une bataille aussi de ce côté-là, du côté des réseaux sociaux. Ça inspirerait quoi Francis Blanche, tout ce qui se passe là avec les réseaux sociaux, Jacques? Je pense qu'il ferait des canulars sur les réseaux sociaux à n'en plus finir, parce qu'il avait le sens du canular et de l'improvisation. Et je pense qu'il partirait d'une idée et qu'il foncerait là-dedans. Qu'est-ce que ça donnerait ensuite? Parce qu'il y aurait des retombées extraordinaires. Ce seraient des millions de followers. Allez, Jacques Pessis, on vous connaît bien sur Sud Radio, on vous retrouve dans Les Clés d'une vie, mais là on vous reçoit parce que vous signez ce très beau portrait de Francis Blanche. Ça sera diffusé samedi soir 19h55 sur Ciné Classique. Vous parlez des 100 vies de Francis Blanche. Déjà, vous disiez, je l'ai rencontré via Francis. Racontez-nous votre première entrevue avec ce personnage. Ouais, c'était très simple. J'étais dans les coulisses de Bobino avec Pierre Dac qui passait à Bobino avec Francis Blanche. Il n'y avait pas de présentateur. Et en 2 secondes, je me suis retrouvé présentateur de la soirée en devenant Monsieur Papa Macavros Steno Constilisé Largueropoulos, qui présentait le Sarah Bindranath Duval et Francis Blanche. Et c'est vrai que Francis Blanche avait le sens de l'improvisation. Il y avait un humour total, il y avait une férocité et en même temps une dépression. Je me souviens des retrouvailles de Pierre Dac et Francis Blanche, il ne s'est pas eu depuis 15 ans. Et Francis Blanche a dit à Pierre Dac, vous savez que je vais mourir. Car il savait à 52 ans qu'il n'en avait plus pour longtemps parce qu'il a mené plusieurs vies en même temps. Justement, c'est 100 vies, parce que c'était un personnage complexe, hein. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser comme parolier, comme chansonnier, comme homme de scène. C'est-à-dire qu'il y a l'humour de Francis Blanche avec ses canulars, ses chansons, ses sketchs, ses apparitions notamment dans Les Tontons Flingueurs quand il est maître Folasse. Mais il y a l'homme, et effectivement l'homme on ne le connaissait pas, il se réfugiait derrière son personnage, et j'ai eu la chance de retrouver Arlette Rébora, la mère des 3 enfants de Francis Blanche, qui m'a raconté le vrai Francis Blanche, et qui était un homme qui vraiment travaillait tout le temps. Il disait je me lève tôt, je me couche tôt à 4h du matin. Il travaillait 20 heures par jour. Il avait plusieurs ménages en même temps, c'est-à-dire qu'il avait 4 ménages en même temps. Donc ça voulait dire à Noël 4 manteaux de vison. Ça voulait dire une course à l'argent et un travail dément. Il écrivait des 2 mains. Il était capable d'écrire 2 chansons en même temps, d'écrire un sketch, de passer sur scène et ensuite de terminer par le tournage d'un film qui lui rapportait suffisamment d'argent pour tenter de payer ses impôts. Un surdoué. Plus qu'un surdoué total. C'est-à-dire que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait une telle vivacité. Il partait d'un mot et il faisait un sketch, un poème, un film, c'était pas un problème. Donc on peut pas classer, on peut pas cataloguer Francis Blanche aujourd'hui comme on aime le faire, mais on peut pas lui donner simplement un résumé sur sa vie. Ben non, parce que en même temps, qu'il est mort jeune en plus. Il est mort à 53 ans, mais quand il a tellement vécu, c'est presque 100 ans, il vivait 2 vies en même temps, mais en même temps, il y avait l'homme du canular, et je pense qu'on est passé à côté du vrai Francis Blanche, parce que le vrai Francis Blanche était un vrai poète, d'une sensibilité totale, quelqu'un qui a écrit 600 chansons. C'est colossal. C'est quoi 600 chansons. Le prisonnier de la tour pour Edith Piaf. Et Vive le vent. Vive le vent, Noël blanc. En fait, ce sont des adaptations de chansons américaines. L'éditeur l'appelait, il se mettait sur un coin de table, il écrivait la chanson sans imaginer que ça deviendrait un succès. Histoire d'un amour, les premières chansons de Dalida. Il a tout fait. Et en même temps, il tournait des films parce qu'il avait besoin d'argent. Le scénario ne l'intéressait pas. Et surtout, il y avait ces canulars téléphoniques qui ont marqué une génération. Il arrivait dans le studio, il ouvrait l'annuaire et il faisait un canular totalement délirant avec des accents délirants où il se présentait comme Monsieur Machepro. Voilà. On va écouter. Comment vous expliquez qu'il est avant? Je ne sais pas comment vous expliquez qu'il est moins célèbre que des Fernandel ou des Bourvil. Pourquoi il n'a pas plus traversé le temps que ça? Parce qu'il a fait 123 films et sur ce 123 films, il y en a 5-6 de valables et que pour les générations, on connaît Francis Blanche à travers Les Tontons Flingueurs, à travers Signé Furax de Pierre Dac et Francis Blanche, mais à travers les chansons, mais le reste on ne connaît pas parce qu'il travaillait au kilomètre et à la petite semaine. Eh bien, on va écouter justement Francis Blanche dans une célèbre réplique des Tontons Flingueurs. Écoutez. Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Mettre un peu l'as de l'huile et des jus de fruits, allez. Pas jus de fruits, du scotch, mon jus de fruits, vous pouvez vous les faire. Alors allons-y. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point c'est tout. Mais quand l'acheter? Avec ça. Touche pas au grisby, salope.
C'est une réplique totalement improvisée. Il n'était pas dans le scénario. Car Francis Blanche improvisait comme ça. Et on voit à un moment, et ça personne ne le sait, Jean Lefebvre qui fait une grimace. En fait, Francis Blanche avait demandé aux techniciens de mettre du tilleul pour tout le monde, sauf une boisson très forte pour Jean Lefebvre. Et sa grimace est vraie, parce qu'il boit la fameuse boisson sans se rendre compte qu'elle est truquée par Francis Blanche. Qu'est-ce qui le faisait courir ? C'était sa vie, c'était un amoureux de la vie, un passionné de la vie, et il travaillait tout le temps. Et ce qu'il faisait courir, c'était la passion. C'est-à-dire que je n'ai jamais connu quelqu'un capable d'écrire aussi vite. Quand il enregistrait Signé Furax avec Pierre Dac écrivait un texte, et il reprenait, les musiques étaient choisies tout de suite, et on enregistrait, ça allait très très vite. C'était un boulimique de travail. Alors, dans votre documentaire, Jacques Pessis, on voit par exemple cette séquence, il est sur scène, il demande au public de lui donner des mots, comme ça, donc il les connaît pas, et il improvise dans la foulée. C'est pas, je prends 5 minutes et je réfléchis. Une comptine. Ça, c'était un jeu qu'il faisait en famille, en même temps, lui donner des mots. Quel maniement des mots, quel maniement de la langue française, finalement. Mais il a eu le bac à 15 ans, c'était un surdoué, et il n'a jamais été au-delà de l'école publique, parce qu'il voulait travailler. Il a travaillé très vite, et il inventait ses sketchs sans arrêt. Quand il a débuté avec les Fables du robinet, parce que c'était pas les Fables de La Fontaine, il improvisait totalement. Et moi, je connais des sketchs de Francis Blanche qui sont partis d'un mot, et c'est parti dans le délire pendant 10 minutes. Gilles? Oui, et puis moi je voulais savoir, est-ce que son humour est encore moderne de nos jours? Est-ce que vous pensez que l'humour de Francis Blanche, qui est vraiment un humour très, très fin hein, parfois, est-il encore actuel? C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est que l'humour de Francis Blanche non seulement est indémodable, mais il est éternel. Il y a des tas de formules de Francis Blanche qu'on emploie dans la vie en ignorant que c'est de Francis Blanche. Comme quoi? Pour rentrer chez vous, prenez une seule adresse, la vôtre. C'est quand même une formule que tout le monde emploie aujourd'hui, c'est de Francis Blanche. Et l'humour, c'est un humour des mots, un humour qui est l'esprit français. Et ça, non seulement c'est indémodable, mais dans les écoles, on apprend même quelquefois des textes de Francis Blanche, ce qui prouve qu'il n'est absolument pas démodé. Et qui lui succède? On voit d'ailleurs Vas-y, Gilles. On voit d'ailleurs un truc très drôle au début du documentaire où on lui demande pourquoi il ne fait pas assez de télévision, pourquoi il ne vient pas souvent, on le voit pas souvent à la télévision, et dit c'est parce qu'il y a trop de bouchons et je ne trouve pas l'adresse du studio. Oui. Une jolie réponse. Oui, c'est d'actualité, mais en même temps il racontait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il était capable avec le plus grand sérieux de raconter ce qui lui passait par la tête et de dire le tout et le contraire de tout, ce n'est pas un problème. C'était aussi le symbole d'une époque où tout était possible. C'était une époque on dit c'était mieux avant, mais c'était une époque quand même assez libre, assez folle. Totalement libre. D'abord à la radio, on pouvait dire n'importe quoi. C'est dingue. Mais un jour, il avait fait un canular téléphonique où il donne le numéro de téléphone d'une amie en disant c'est un médecin qui soigne le hockey. Et cet ami, dans les années 60, a été dérangé pendant 1 mois et demi, jour et nuit, par des gens qui téléphonaient, qui faisaient hic. Et ça l'amusait beaucoup. Ça nous fait rire encore aujourd'hui. Oui, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui sans se faire insulter. On ne pourrait plus faire la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui lui succèdent et qui lui ont succédé? Bon, on pense à éventuellement... Enfin, on n'en trouve pas d'ailleurs. Si, Jean-Yves Lafesse a été dans la tradition. Mais aujourd'hui, Laurent Baffy et même aujourd'hui, ceux qui font les youtubeurs qui font des canulars téléphoniques s'inspirent de ce que faisait Francis Blanche, car il a été l'inventeur du canular téléphonique. Est-ce qu'il se moquait pour se moquer, ou est-ce qu'il appuyait et grossissait un trait qui lui était, on va dire... Ça dépendait. C'est-à-dire que Francis Blanche, et on le voit bien dans le film, c'est quelqu'un de très gentil mais de très dur en même temps. Quand il avait quelqu'un dans le nez, il allait à fond, il n'hésitait pas. Mais en même temps, il était pudique. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on rentre dans son jardin secret, donc il évitait d'en faire trop pour que ensuite il n'y ait pas de retour de bâton. Et le Francis Blanche en privé, vous disiez, il avait plusieurs vies, plusieurs foyers. Ses enfants lui en ont voulu. Non, parce que d'abord, il était très gentil avec ses enfants. Il y avait la mère des enfants, il y avait les autres femmes, toutes les femmes le savaient. Et ses enfants, quand on en parle aujourd'hui avec eux, que ce soit Jean-Marie, Dominique ou Barbara, ils en parlent avec beaucoup de tendresse. Ils ont peu connu ce père puisqu'il est mort très très jeune. Mais en même temps, les moments qu'ils ont passés ensemble sont des moments extraordinaires. Ça ressemble à un boulimique,
tout ça, de la vie. Un boulimique de la vie. Encore une fois, quand il est tombé malade, déjà à 48 ans, il n'a jamais voulu se soigner. Et quand il est mort, et on le raconte dans le film comment il est mort, c'est un suicide élégant. C'est-à-dire que Xavier Jaillard, qu'il a bien connu, qui travaillait avec lui, raconte sa dernière journée. Et c'est vrai que Francis Blanche en avait assez. Et c'est vrai qu'il était surchargé d'impôts, en retard. Il avait des problèmes de tous les côtés. Et sa santé déclinait parce qu'il avait trop vécu. Donc, il a mis un terme à tout ça. Je voudrais qu'on écoute aussi un nouvel extrait, si vous le voulez bien, parce qu'il y a aussi la voix de Francis Blanche, parce que c'est un homme de radio. Donc, il faut quand même qu'on réécoute cette voix absolument formidable avec ce nouvel extrait. Écoutez. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Non, jamais on en a vu un aussi moustachu. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Qui c'est l'on y a donné autant de poils sous le nez? C'est la providence. C'était un formidable chanteur. Et la musique et Gérard Calvi sont complices. Calvi écrivait une musique et Francis Blanche faisait les paroles en quelques minutes. Qu'est-ce que vous ne savez pas encore de Francis Blanche qui reste à découvrir, Jacques? Je pense qu'on a vraiment découvert le personnage dans ce film pour la première fois et la dernière fois. Et ce film me semble un document définitif sur quelqu'un qui mérite d'être reconnu au-delà de ses sketchs. Il y a deux personnes en une, finalement, ou plusieurs. Plusieurs personnes, beaucoup de monde en Francis Blanche. Merci beaucoup, Jacques Pessis. Donc, je rappelle le documentaire Les 100 vies de Francis Blanche. Ce sera samedi soir, 19h55, sur Ciné Classique. Un formidable moment de séquences aussi qui ont bercé parfois nos enfances, ou en tout cas un bout d'enfance. Mais c'est absolument formidable avec tous ces témoignages où on découvre ce personnage tout simplement étonnant, riche de tous ses mots, parce qu'il a fait surtout chanter la langue française. Ouais, et qui est resté un enfant toute sa vie, et c'est comme ça qu'il faut faire. Merci Christine. Merci à vous, Jacques Pessis, et on vous retrouve sur Sud Radio, Les Clés d'une vie. David Martin ce soir à 21h, le fils de Jacques Martin. Allez, David Martin ce soir.